Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous RH emploi de Bismart. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui et comme chaque jour, l'émission est en direct du lundi au vendredi. Débat, analyse et expertise et vos rubriques habituelles, vous les connaissez bien dans son job. Aujourd'hui, on s'intéresse à une femme brasseur. Oui, un métier original et c'est tout un programme évidemment, les femmes et la bière. Smart et Réglo, les tickets resto, vous les connaissez sous forme de tickets ou de cartes, toujours en vigueur malgré le télétravail. On fera le point dans quelques instants. Ce sont des débats techniques, débats et analyses avec une avocate. La pause café avec Fanny Griesmer. Oh, le sujet est brûlant et explosif. Elle nous parlera de l'écriture inclusive. Elle suscite beaucoup de débats, pour ne pas dire des polémiques. On en parle avec Fanny dans quelques instants. Le cercle RH, la diversité et la place des femmes dans la tech. Bah oui, on le sait, la tech, c'est plutôt un métier d'homme. On va en parler avec Elisabeth Chungui, directrice RSE, solidarité et diversité dans le groupe Orange. Sa mission, son action, elle nous en parlera en matière de diversité et de solidarité. Et puis enfin, Fenêtre sur l'emploi, qui est notre rubrique recrutement. Ma Voix, qui est une plateforme pour aider et accompagner les jeunes et les travailleurs précaires à retrouver un travail. Ce sera à la fin de notre émission, mais tout de suite, bien dans son job. Ça va mousser, peut-être même pétiller. Bien dans son job, on parle et on rencontre aujourd'hui Eugénie Maïté. Bonjour Eugénie. Bonjour. Alors on va le voir sur le plan large, si vous n'êtes pas venu les mains vides, vous êtes venu avec des bières sans alcool. Je précise évidemment qu'il faut toujours boire de l'alcool avec modération. Vous savez, c'est la formule qu'on utilise à la télévision, mais ces bières ici sur ce plateau sont sans alcool. Vous êtes brasseuse. Oui. Vous savez, on a commencé à faire l'écriture inclusive, brasseuse, en chef chez Frog Beer. Frog Beer, c'est une marque connue pour tous ceux qui sont les jeunes, à Paris notamment, à Bercy et dans d'autres quartiers de Paris. D'abord, quelques mots sur votre histoire, parce que d'abord, vous êtes une femme, bien dans vos baskets, et vous dirigez aujourd'hui 27 brasseurs qui fabriquent toutes sortes de bières qui sont délicieuses. Votre histoire, c'est quoi? C'est un peu l'histoire de Steve Jobs qui démarre avec son petit ordinateur dans son garage. C'est un peu pareil pour vous? Oui. Une bassine, vous êtes ingénieur agronome? Oui. En fait, j'ai commencé à fabriquer effectivement des bières dans mon garage avec du matériel très simple. J'ai commencé à fabriquer de la bière chez moi, mais aussi tout ce qui est en rapport avec la fermentation. Mais je vous ai mis la fermentation. Ça, c'est l'ingénieur qui parle. C'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Donc, j'ai aussi fabriqué mes fromages et puis des vins de sureau, vins de cerise, etc. Donc voilà, j'ai commencé en fait à fabriquer différents produits chez moi en hobby. Et au vu des premiers résultats et des premiers retours, je trouvais que c'était peut-être une opportunité ici d'en faire vraiment mon métier. Oui, parce qu'ingénieur agronome, ça peut ouvrir à plein de portes. Là, vous trouvez votre voie à travers la bière. Oui. À l'époque, puisque vous l'évoquiez en préparant l'émission, à l'époque, c'était très nouveau qu'une femme devienne brasseuse. C'est plutôt un métier d'homme à l'origine. À l'origine, oui. Je dirais qu'effectivement, au début, il y a peut-être une certaine image par rapport à est-ce que c'est possible d'assumer un métier aussi physique. C'est un métier extrêmement physique qui est exigeant sur le plan de la force, de la portée des charges lourdes, etc. Mais je pense que si on a envie de faire quelque chose, on va organiser son environnement pour pouvoir le faire. Vous avez reçu beaucoup de médailles et de prix sur le travail que vous menez. Est-ce que je peux vous comparer à un maître de chai? Parce que la bière, vous ne l'avez pas dit, vous êtes pudique, mais vous aimez la fermentation, mais vous avez aussi ramassé du houblon, parce que vous habitiez la campagne. Donc vous avez vu la matière première, ce houblon qui sert à faire la bière. Est-ce qu'on peut vous comparer à un maître de chai ou une maîtresse de chai? Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Oui. En fait, effectivement, je vais donc vraiment travailler sur le goût des bières. Donc, c'est moi qui crée en fait donc, faut les goûter, recettes. Faut doser. C'est goûter, c'est assembler. Justement, si on fait le lien un peu avec le milieu du vin, combiner des saveurs ensemble et surtout travailler sur le vivant. Et donc, nous sommes les esclaves de la levure. En tant que brasseur ou maître de chai. Et donc, on est là vraiment pour travailler avec cet être vivant et puis l'accompagner pour qu'il développe les arômes et les notes qu'on recherche. Et donc après, il y a quand même un travail sur le goût. Vous dites assez acide, trop acide, équilibré, pas assez équilibré. Comment ça se passe à ce moment-là où une bière s'invente? Elle n'est pas encore née et vous êtes en train de la faire naître. Oui. Je pense que j'associe toujours une bière à un moment de consommation.
Et selon les différents moments, on a envie de boire des choses qui sont différentes. Et donc, c'est à partir de ça que je vais imaginer, en fait, comme j'adore cuisiner aussi, je vais imaginer les goûts, le profil de la bière que je veux. Et à partir de ce que j'ai imaginé, et puis aussi de ce que je vais goûter, des nouveaux ingrédients que je vais découvrir, je vais commencer à élaborer la recette. C'est passionnant. Ça, c'est un travail d'alchimie, c'est un travail d'expérience aussi. Oui. Il y a une forme de talent. Comment on engage les collaborateurs? Parce que je précise qu'évidemment, vos établissements sont fermés. Ces établissements, on peut prendre un petit-déj, un déjeuner, un dîner, bien sûr, et bien sûr boire des bières avec modération. C'est fermé aujourd'hui, vous faites des bières, vous les fabriquez. Comment on engage les collaborateurs là? Quand ils arrivent, vous les emmenez dans la production de houblon. Comment on fait là pour engager tout le monde? Il y a 27 brasseurs avec vous. Hein. Oui. Alors, on a une organisation qui est extrêmement simple et ouverte chez Frog. Donc en fait, tout le monde, on a très peu on a des liens qui sont très forts. Enfin, des liens très forts avec l'équipe. En fait, je suis chef brasseur, j'ai un responsable de production et toute l'équipe de brasseurs. Pour vous dire à quel point c'est inclusif, on a organisé une bataille des brasseurs il y a 2 ans. Donc battle. en fait, voilà, une Battle of the Brewers. Donc ils étaient en petits groupes, ils ont brassé en pilote leurs recettes qu'ils ont créées. Ils ont créé un nom, ils ont créé une recette, ils l'ont fabriquée, ils ont créé un design. Et puis ensuite, on a fait une compétition et une dégustation. Et les 6 bières qui ont gagné ont été brassées à échelle commerciale dans tous nos pubs et commercialisées donc, auprès de nos clients. C'est intéressant parce que c'est une véritable entreprise. Hein. Vous êtes sorti de votre garage, c'est une vraie industrie. Le houblon, vous y tenez, je crois que vous y tenez. Il vient toujours de l'endroit où vous l'aviez ramassé 15 ans auparavant. Alors, ou presque. Presque. Je dirais qu'au niveau des matières premières, on a le malt qui est d'origine France. Ensuite, les houblons, il faut savoir qu'il y a plus de 300 variétés, voire même plus, je pense aujourd'hui, de houblons différents. Et qui va donner un goût différent. Exactement. Et donc, selon les styles de bière qu'on va vouloir faire, on va choisir en fait des houblons d'origine, même géographique différente, pour être fidèle à des styles spécifiques à différents pays. Les femmes et la bière, parce qu'en l'occurrence, vous incarnez vous ce métier, c'est assez nouveau. En tout cas, vous apparaissez ici sur ce plateau de télévision. On n'avait jamais vu une femme brasseur, je n'en avais jamais vu. Les femmes et la bière, comment ça se passe? Parce qu'elles aussi, elles apportent autre chose, d'autres désirs, d'autres envies, j'imagine. Là, ce sont des bières sans alcool que vous avez amenées. Oui. Il y a une forte demande sur les bières sans alcool? Oui, actuellement, c'est un segment qui est vraiment en très forte croissance. Je pense qu'après, il y a toute cette idée aussi de consommation responsable, etc. Mais l'idée des bières sans alcool, c'est surtout de faire quelque chose qui est de la bière. Donc, c'est pour répondre vraiment à des personnes qui ont envie de boire de la bière. Donc, c'est des bières sans alcool qui ont un vrai goût de bière. Une vraie goût de bière. Ça veut dire quoi, boire de la bière? Ça veut dire avoir la mousse, le pétillant, pas trop, l'amertume. C'est quoi le goût Comment on peut dire j'ai envie de boire une bière? La bière, c'est quelque chose qui est rafraîchissant. C'est quelque chose qui désaltère. C'est de l'eau en partie? Oui, une grande partie. D'ailleurs, l'eau est un ingrédient pour moi. Essentiel. Je travaille comme un ingrédient, vraiment. Et ensuite, c'est du malt, donc une base de céréales. Et puis, on va dire, une partie, la touche épicée, ça va être le houblon, qui va donner des notes aromatiques au-dessus, et la levure, bien entendu. Et ensuite, dans ce processus de temps de fabrication, il y a un temps de chauffe, il y a un temps de fermentation. Comment ça se passe pour aboutir finalement à la mise en bouteille? Il faut être un peu patient. Il faut environ 3 semaines entre le moment où on va commencer à fabriquer la bière et le moment où on peut la boire. Il y a toute une journée qu'on appelle le brassage. Donc ça, c'est vraiment la cuisson, la fermentation. On tourne c'est le brassage. On va mettre les ingrédients ensemble, on va chauffer, on va infuser. Nous, on travaille comme à l'anglaise. On infuse, c'est comme le thé. On infuse les céréales, on les enlève. Et puis, on a ce qu'on appelle le mou, qu'on va aromatiser avec le houblon. Ça prend une journée. Et puis ensuite, on va mettre les levures. La fermentation va démarrer. On a 4-5 jours de fermentation. Et puis ensuite, on va faire la garde et la maturation. Donc au total, environ 3 semaines. La garde, c'est quoi? La garde, ça signifie qu'on va refroidir la bière. Ça va permettre de la clarifier. Et puis, ça va permettre la maturation des arômes. À cette étape, on peut encore rajouter d'autres ingrédients si on veut parfumer la bière aux fruits, avec encore plus de houblon. Ça, c'est à la fin. Le taux d'alcool, c'est important parce qu'il y a souvent des bières qui sont très très fortes en alcool. Oui. Et c'est même un peu gênant. Il y a des consommateurs qui apprécient. C'est quoi la différence entre une bière faible en alcool? Comment vous faites? En fait, c'est surtout quelle est la quantité de céréales et de malt qu'on va incorporer. Et ce qui va donner effectivement... Plus ou moins de sucre pour la levure, oui.
Avant de nous quitter, c'est intéressant, je la pose souvent dans cette rubrique, la question, est-ce qu'une femme heureuse, épanouie, est-ce que vous dites, j'ai bien fait d'aller ramasser du houblon il y a 15 ans en Seine-et-Marne? Oui, et je suis contente aussi de faire un métier qui, tous les jours, me parle. Mon métier, c'est une partie de moi, c'est pas quelque chose qui est à côté, parce que à travers ce métier, je peux exprimer beaucoup de créativité et aussi faire appel à toutes les compétences que j'aime, comme la biochimie ou d'autres choses. Maître de chai et alchimiste, parce qu'il y a un petit peu de ça. Il y a du savant dosage, et parfois il suffit de vous êtes trompé, j'imagine. Parfois vous avez trop dosé en malt, vous avez peut-être pas mis assez, et au final, c'est pas le goût que vous attendiez, parce qu'il y a quand même un travail sur le goût. Oui. Merci, c'était un vrai plaisir de vous accueillir. Ça, c'est une collection de bières sans alcool, je le précise, parce que évidemment, on ne serait pas autorisé à mettre des bières alcoolisées sur un plateau de télévision. Mais en quelques mots, c'est quoi là, les 3 variétés que vous avez inventées? Alors, on a fait une gamme complète de bières sans alcool. Donc, il y a l'incroyable blonde, qui est une pale ale florale très légère. On a fait une IPA. Donc là, on est plus sur un goût plus puissant, une amertume plus longue. Et enfin, une blanche au yuzu. Donc au yuzu japonais, un petit twist acidulé pour se rafraîchir. L'Asie, merci. La bière, vous l'aurez compris à travers Eugénie Maïté, c'est presque comme du vin, on peut le marier avec des plats, on peut le marier, j'imagine que vous allez avancer sur cette réflexion aussi, du mariage d'une carte avec des goûts de bière. Merci. Brasseuse en chef chez Frog Beer, ce ne sont pas que des restaurants, vous l'aurez compris, ce sont des brasseurs qui fabriquent leurs produits, qui les créent, qui les inventent. C'était un plaisir de vous accueillir sur le plateau. La suite de notre programme, alors là on revient à des choses extrêmement sérieuses, mais qui concernent peut-être les brasseurs de votre entreprise, les tickets restaurants. Oui, on est en télétravail, ça ne marche pas, détrompez-vous, on en parle tout de suite. Smart et Réglo, notre rubrique juridique chaque jour pour faire un point avec un avocat, un expert juridique sur des sujets qui vous concernent extrêmement concrètement. Vous êtes salarié, vous êtes chef d'entreprise, il vous concerne. On va parler des tickets restaurants en télétravail. Ça, c'est une question qui nous est souvent posée avec Nathalie Attias. Bonjour Nathalie, ravi de vous revoir. Moi aussi. On avait fait un débat passionnant sur les conseillers juridiques en entreprise il y a quelques semaines. Avocate au barreau de Paris et présidente et fondatrice de Mesaccords collectifs avec un S.com. Ça paraît un peu anodin tout ça de parler du ticket restaurant qui d'ailleurs souvent la plupart du temps est une carte, les tickets ont un peu disparu. C'est un sujet de conflit cette question du ticket restaurant, c'est-à-dire le midi je suis chez moi, comment je fais patron pour me nourrir? Alors, en fait, c'est pas un sujet anodin parce que vous savez que l'année dernière, le gouvernement a augmenté, a doublé le plafond. On est passé à 38, de 19 à 38 euros. Qu'il y a une exonération de cotisation sociale sur une partie, donc 5,55 euros par titre en 2020. Et puis, justement, dans l'encouragement du pouvoir d'achat, il est permis aux salariés qui ont des tickets restaurants de pouvoir les utiliser même le samedi, dimanche et en dehors de leur activité professionnelle. Et même pour faire leurs courses, des courses alimentaires. Voilà, exactement. Donc c'est pas neutre, c'est un élément. Enfin, vous dites c'est un élément de pouvoir d'achat en plus, quoi. Exactement. C'est un élément du pouvoir d'achat. Donc c'est vraiment pas neutre. C'était pour répondre à votre interpellation. Donc c'est quoi le principe? Le principe d'abord, c'est que, enfin, faut peut-être le rappeler aux auditeurs. C'est important. Il n'est pas obligatoire de fournir des tickets restaurants aux salariés. Ce n'est pas obligatoire. Ça, c'est une information. Eh oui. Même quand l'entreprise n'a pas de cantine. Ce qui est obligatoire, c'est de fournir aux salariés des moyens de restauration au-delà de 25 salariés. Et donc, l'entreprise peut avoir un local et elle doit avoir un local et elle doit avoir aussi des moyens pour réchauffer, réserver, frigo, four, micro-ondes, etc., pour réchauffer les aliments. Et une table fermée dans un espace fermé. Voilà. On est d'accord. C'est ça qui est obligatoire. Donc, le ticket restaurant, c'est plus pratique. Quand une entreprise n'a pas de local pour les salariés, donc elle propose des tickets restaurants. C'est intéressant pour les raisons que je vous ai dit. Il y a une exonération de cotisation. Et puis les salariés, eux, ça les arrange parce qu'ils peuvent aussi en profiter pour nourrir leur famille, faire les courses. Et donc, le principe qui est celui du Code du travail, article L1222-11 du Code du travail, il y a une égalité de traitement entre les salariés qui travaillent sur site et les télétravailleurs. C'est le principe. Donc, c'est normal, à travail égal, salaire égal, pas de disparité. Ils reçoivent le même volume. Exactement. Donc, un salarié qui travaille à domicile sur site a ses tickets restaurants, mais le télétravailleur aussi
à ces tickets restaurants. Et d'ailleurs, dans les QR Covid l'année dernière, le gouvernement insistait bien sur le fait que les télétravailleurs devaient continuer à avoir leur ticket restaurant. Et puis on arrive à cette décision qui est récente, elle date de la semaine dernière, du 10 mars 2021, du tribunal judiciaire de Nanterre. Donc ça concerne quoi? Ça concerne une entreprise, pour ne pas la citer, Malakoff Humanis, c'est public, donc on peut le dire. Malakoff Humanis qui ne distribue plus de tickets restaurant depuis le 17 mars 2020. Et donc, évidemment, la décision, le sujet a été contesté devant le tribunal judiciaire. Et le tribunal judiciaire a considéré que les salariés qui étaient en télétravail n'avaient pas de surcoût de restauration puisqu'ils n'étaient pas en dehors de leur domicile. Donc aujourd'hui, on a clairement une décision qui vient dire que le statut du télétravailleur et le statut du salarié sur site, on n'est pas obligé d'avoir une situation égalitaire et qu'on peut avoir une disparité de traitement. Donc en un mot, il donne raison à Malakoff Humanis qui dit mais on n'a pas à verser un ticket. Exactement, puisque le salarié est chez lui, grosso modo, il n'a pas de surcoût de restauration puisqu'il ne travaille pas et puisqu'il ne mange pas en dehors de son domicile. Mais ça va faire des émules cette affaire. Alors bon, on avait déjà admis, la jurisprudence avait déjà admis la possibilité de déroger à la disparité de traitement. En 2018, la Cour d'appel de Riom avait dit que on pouvait ne pas avoir la même situation à la condition, comme pour toutes les dérogations à la disparité de traitement, de disposer de conditions objectives. C'est-à-dire, par exemple, le lieu de travail est trop éloigné du domicile, donc là, le salarié ne peut pas rentrer chez lui, il a besoin d'avoir des tickets restaurants. Et donc, c'était possible. Mais là, ça va beaucoup plus loin. On les donne plus. Voilà, c'est la première fois... C'est un gain? C'est quoi la stratégie pour Malakoff? C'est la première fois... évidemment, c'est un gain. On est d'accord? Oui, évidemment, c'est un gain, parce que c'est quand même une contribution lourde, à moitié. Parce que dans le ticket restaurant, l'employeur finance 50%. 50 à 60% du ticket restaurant, des frais de repas. Mais en tout cas, c'est la première fois qu'on va aussi loin dans une situation de télétravail liée au Covid. Oui, bien sûr. Parce que dans les autres situations, le télétravail, il était volontaire. Il était basé sur le volontariat. Là, il est obligatoire, pas le choix. Là, il est imposé. C'est ça, et c'est en ça que cette décision, on attend un petit peu. Vous avez raison, le gouvernement oblige l'entreprise à mettre le salarié en télétravail. Le salarié dit, mais moi, je ne voulais pas y aller. Exactement. Donc, vous me gardez mes droits. Exactement. Ça, c'est la plaidoirie, en tout cas, la défense de ceux qui défendent. Des représentants du personnel. Et là, le tribunal judiciaire a été beaucoup plus loin. Donc, on va attendre, parce que c'est une décision d'un tribunal. On va attendre la décision de la Cour d'appel, parce que j'imagine il y a eu un appel. Qu'il y aura un appel, je ne sais pas encore, mais enfin, il y aura forcément un appel. Mais en tout cas, vous voyez bien, Arnaud, on en revient toujours au même sujet. Ce qui est intéressant, c'est que cette décision, elle est contre-productive par rapport à l'année 2020. Vous savez que l'année dernière, il y a eu un accord professionnel pour justement... l'objectif, c'était de rendre le télétravail moins contraignant. Et là, c'est contre-productif. Bien sûr. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est un surcoût pour le salarié. Les entreprises ont vraiment un intérêt à définir le statut du télétravailleur. Et on en revient toujours au même sujet. Il est fortement recommandé de conclure un accord télétravail qui va justement... Dans lequel on inclura tous ces détails. Exactement. D'ailleurs, certains évoquaient ce sujet qui paraît là, lui aussi anodin, mais je suis sûr qu'il y aura des conflits. Les salariés aiment souvent prendre un café, puisque d'ailleurs c'est le nom d'une rubrique dans notre émission qui s'appelle la pause café. Le café est souvent gratuit dans les entreprises et certains salariés commencent à se plaindre de ne pas avoir le café. Alors vous imaginez les entreprises de café qui vont venir livrer chez tous les télétravailleurs, c'est impossible. Mais c'est un coût. C'est un coût et certains considèrent qu'il y a un coût mensuel du café, ce qui paraît anodin. Juste avant de nous quitter, Nathalie, c'est un sujet un peu pratico-pratique. L'entreprise verse jusqu'à combien un salarié? On a compris, de 19 à 38. Mais enfin, s'il mange pour 38 € tous les midis, au bout de 5 jours, il n'a plus de tickets. C'est quoi la somme? Si vous voulez, en fait, l'entreprise définit ce qu'elle veut. Mais ça va de... Non, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. La seule chose, c'est que l'employeur doit financer 50 à 60% du ticket restaurant. Et il peut tout à fait aller au-delà du montant. Si vous voulez, il peut aller jusqu'à 38 €. Bon, vous vous doutez bien que c'est pas... c'est pas obligatoire le ticket restaurant, donc là on est vraiment dans la négociation. Donc en fait on peut recevoir par mois 300 € pour ses repas ou 150. Alors ça dépend, après ça dépend évidemment des catégories. Et de la négo, ça peut rentrer dans la négo? Bien sûr. Vous m'assurez combien en repas? Exactement. Et ça, après, l'entreprise, elle va jusque là où elle veut, parce que c'est un vrai avantage pour les salariés, et en même temps aussi une possibilité pour eux de pouvoir en bénéficier dans leur vie personnelle. Le ticket resto n'est pas un petit sujet. Non, c'est un sujet. Un vrai sujet. Voilà, le diable se cache dans les détails. C'est une porte d'entrée vers le statut du télétravailleur. Exactement. Ça fait partie de son statut. Nathalie Attia, c'était un plaisir. Avocate au barreau de Paris, présidente fondatrice de Mes Accords Collectifs
bismart.com. À très Merci bientôt, Arnaud. Nathalie. On fait une pause café, tiens, ça tombe très bien. On va prendre un petit café avec Fanny. Je ne sais pas si on va être d'accord, on parle de l'écriture inclusive, ça suscite une polémique incroyable, cette écriture. Même Nathalie Attias dit oui, c'est pas simple de faire un courrier en respectant les règles du fameux point médian et de toutes ces règles un peu complexes. On en parle avec Fanny. C'est tout de suite, c'est la pause café. Notre pause café, après avoir parlé des tickets restaurants, ce sont des sujets qui en apparence paraissent anodins, mais qui sont importants. Fanny, alors là, on parle d'un sujet qui, alors lui, n'est pas sans importance, qui n'est pas anodin. Vous avez décidé de mettre les pieds dans le plat, ne sais pas, sur cette fameuse écriture inclusive en utilisant une jolie phrase, cacher ce point que je ne saurais voir. C'est ça ? C'est exactement ça. Cacher ce sein que je ne saurais voir, évidemment. Un sujet très épineux aujourd'hui qui déchaîne véritablement les passions, l'écriture inclusive. Alors il faut savoir que le 23 février dernier, des députés LREM et LR ont déposé une proposition de loi pour interdire l'usage de l'écriture inclusive pour les personnes morales en charge de missions de service public. Ce texte entend, je cite, notamment alimenter le débat, sensibiliser et inciter les ministères à prendre des circulaires l'interdisant. L'écriture inclusive, très présente dans le débat public, et pas seulement depuis hier, ça fait de nombreuses années, mais beaucoup de linguistes estiment qu'elle est en réalité méconnue. C'est vrai que l'on ramène souvent l'écriture inclusive au point médian. On en parlait, ce fameux point que l'on cache peut-être, ou qu'on devrait cacher. Qu'on souhaite cacher. Ce fameux point médian qui cristallise les tensions, c'est lui. Et pourtant, ce mode d'écriture est en réalité beaucoup plus riche. Et certains de ces procédés, en fait, on les a déjà intégrés. Et on en fait sans le savoir. Sans en rendre compte vraiment. C'est quoi exactement cette fameuse écriture inclusive ? Vous nous dites c'est nouveau, mais en même temps c'est ancien. Effectivement. Alors l'écriture inclusive rassemble plusieurs pratiques dont l'objectif est de gommer dans le langage ce qui pourrait s'apparenter à une discrimination sexiste ou genrée. L'idée est donc de respecter l'égalité des sexes dès lors que l'on s'exprime à l'oral ou que l'on rédige un texte. Alors attention, prenez des notes, vous allez avoir un petit cours de grammaire. En la matière, donc écriture inclusive. L'institutrice Fanny Griesmer. Alors, attention, je prends les copies à la fin. Quels sont les différents outils pour inclure davantage le féminin ? Parce que l'idée quand même, c'est qu'on a le sentiment qu'on veut donner un sexe à un mot, en fait. C'est un peu ça. C'est représenter en fait, représenter tous les genres dès lors que l'on écrit débat, d'ailleurs. Et que l'on s'exprime à l'oral. Ça commence par la féminisation des noms de métiers, ou plutôt reféminisation. Oui, car jusqu'au XVIIe siècle, on dit autrice et doctoresse. Et la marquise de Sévigné, épistolière de l'époque, s'élève contre la masculinisation de ces mots voulus par l'Académie française, qui vient juste d'être créée. Il faut tout de même attendre 2019 pour que l'Académie française valide enfin cette féminisation, donc plusieurs siècles. On a également la double flexion. Et là, on parle bien de grammaire, rassurez-vous. C'est pas du sport. Exactement. C'est-à-dire la mention des deux genres, comme le général de Gaulle avec son fameux français, ou le président Emmanuel Macron, avec dans ses discours ces occurrences inclusives comme celles et ceux, ou encore toutes et tous. Ça, c'est la double flexion. Alors, autre mot de vocabulaire, on aime bien le vocabulaire dans la chronique Pause Café de Fanny, c'est l'écriture épicène. Épicène, ça consiste à utiliser des mots neutres pour désigner un groupe comprenant des femmes et des hommes. C'est le masculin qui remporte en grammaire. Alors attendez, on va y venir. Non, là c'est neutre, c'est-à-dire par exemple, je vais parler des partisanes et partisans de l'écriture inclusive, et pour éviter ce recours justement à la double mention des genres, je vais utiliser le mot pro, qui est un mot neutre. Spécialiste, je pourrais dire, qui est neutre également. Exact, j'avais un peu anticipé, parce que c'est qu'en grammaire, on vous tape sur les doigts en vous disant c'est le masculin qui remporte, c'est la petite règle qu'on s'invente. C'est la règle. Là, vous dites c'est fini, là on réefface tout, de nouveau on passe au neutre. C'est ça. Alors, la fameuse règle qu'on a tous apprise à l'école, l'intitulé même pose problème, le principe aussi. Alors, certains, ils préfèrent l'accord dit majoritaire, où le genre le plus représenté l'emporte. On écrira alors Arnaud et ses équipes sont partis IES plutôt que sont partis IS. Parce que le équipe, qui est féminin, est plus proche du verbe. Et même s'il n'a que des hommes dans son équipe.
Eh oui, mais le mot est féminin, équipe. Eh oui, Voilà. vous voyez que ça commence à Et si aucun genre ne l'emporte en quantité, attention, on peut préférer l'accord dit de proximité. Voilà, c'est ce que je disais. Je m'embrouille. Vous voyez que c'est compliqué l'écriture inclusive, même Fanny Griesmer s'en sort pas. Parce que, alors, pour le coup, dans l'exemple que j'ai utilisé avant, il y avait l'accord dit majoritaire, mais également de proximité. Quand je parle de proximité, par exemple, vous allez dire dans les prochaines semaines et mois, mais si vous voulez dire dans les prochaines mois et semaines, ça marche pas. Ça marche pas. D'accord. Les prochains mois et semaines, on va dire les prochaines semaines et mois. Avant de parler du point médian, quand même beaucoup, là, vous qui nous regardez, qui écoutez la chronique et qui allez la réécouter pour découvrir tout ça. Oui, pour prendre des notes. Pour prendre quelques notes, on se dit, mais à quoi ça sert tout ça quand même, hein. Dernier point. Non, mais le point médian, c'est celui. C'est le point médian. Ah, ce fameux point médian. C'est celui-ci qui cristallise. Mais oui, c'est ça. C'est celui qui amène beaucoup de débats, hein. Alors, il s'apparente en fait pas mal à l'usage des parenthèses qu'on pouvait trouver dans les documents administratifs. Oui. Il vise à montrer à la personne qui lit ce document ou à laquelle on s'adresse que finalement la formulation peut désigner un homme, une femme, voire plusieurs personnes. On la retrouve aussi sous forme de tiret ou de slash. Vous voyez, d'ailleurs on va peut-être le remettre l'exemple à l'antenne. On a comédien, comédienne, donc voilà, vous voyez que le masculin est séparé avec des petits, ce sont des petits points en réalité. Comédien.ne.s. Ça se corse dès lors qu'on utilise un autre mot comme spectateur, qui devient au féminin spectatrice, et on écrit spectateur.ris.s. C'est n'importe quoi. Ça devient parce compliqué. que évidemment, on a remarqué que le T avait disparu. Exactement. Donc c'est en plus grammaticalement, c'est faux. Alors point, slash ou la barre oblique ou un point. C'est ce que entend porter l'écriture inclusive. Alors vous l'avez compris, il y a plusieurs façons d'utiliser le langage inclusif à l'oral comme à l'écrit. Certaines sont plutôt admises, d'autres plus nouvelles, ce sont elles qui créent des réactions quasi épidermiques. Certains pointent notamment les difficultés à l'appliquer, aussi des difficultés en fait, à l'acquérir tout simplement. On pense aux cours de français dans les écoles primaires. Quand d'autres n'y voient pas un péril mortel pour la langue française. Mais en fait, la différence finalement entre les deux camps, c'est qu'ils n'adhèrent pas au même postulat de base. Je m'explique. Pour les pros écriture inclusive, la langue façonne la réalité. Et donc, pour changer la réalité, il faut inclure davantage les femmes. Par exemple, une petite fille qui apprend à l'école qu'il y a des pompiers et des pompières, elle pourra davantage se projeter dans le métier. À l'inverse, on a les anti... Alors, c'est pas moi, c'est les pros, en tout cas, écriture inclusive. Pour les anti, c'est l'inverse. C'est la réalité qui façonne le langage, et réformer le langage est superficiel tant qu'il n'y a pas des effets effectifs, tant que la société ne change pas, en fait. Bref, c'est la poule et l'œuf, ou l'œuf et la poule, vous choisirez. C'est cela. Voilà. En tout cas, c'est très compliqué. En ce moment, et depuis toujours, il n'y a pas vraiment de règles officielles en la matière en France. Il n'y a pas d'instance officielle, en fait, en charge d'édicter des règles concernant, et des règles surtout contraignantes en matière de langue et de langue française. Traditionnellement, c'est vrai qu'on attribue ce rôle à l'Académie française, dont les statuts prévoient qu'elle doit, je cite, attention, donner des règles certaines à notre langue, à la rendre pure, éloquente et capable de traiter les arts et les sciences. En 2019, je vous le disais, un premier pas vers l'écriture inclusive avec une autorisation, une validation de la féminisation des fonctions et des professions. En revanche, sur le reste, l'Académie française s'est montrée très réticente dans une mise en garde adoptée, qui plus est, à l'unanimité. Au niveau de l'État, pas grand-chose non plus. En novembre 2017, Édouard Philippe, qui est alors Premier ministre, impose le masculin comme forme neutre et interdit par une circulaire le point médian dans les textes officiels. Le fameux. Par la même occasion, il donne consigne aux membres du gouvernement de le bannir purement et simplement, notamment pour des raisons d'intelligibilité et de clarté de la norme. Ce sont ces mots. Et dans les entreprises ? Au sein des entreprises, là, pas de réglementation contraignante. Il appartient à chacun d'utiliser l'écriture inclusive ou non. En 2017, le sujet divise déjà. Le ministère du Travail recommande dans un guide à destination des PME et TPE d'employer l'écriture inclusive afin de lutter contre les discriminations et les inégalités entre les hommes et les femmes, ou les femmes et les hommes. Une méthode parmi d'autres pour lever les
les freins liés aux stéréotypes et favoriser le développement d'actions en faveur de l'égalité professionnelle. Je suis allée voir aussi un petit peu sur pas mal de job boards au niveau des offres d'emploi, parce que là aussi, on pourrait utiliser l'écriture inclusive. On en voit, on n'en voit pas. Je suis allée voir notamment sur le site de l'APEC, l'APEC qui édite un cadre juridique à destination des entreprises pour la diffusion des offres d'emploi sur son site. Dans ce document... Qu'est-ce qu'elle préconise ? Voilà, ce document stipule qu'il convient de rédiger le texte de l'offre et son intitulé sans que son contenu soit orienté sur le sexe du candidat recherché. Les entreprises sont invitées à vérifier que les termes intègrent bien le masculin et le féminin. Pas de discrimination. Dans ce document, on notera la mention écriture inclusive qui est mise entre parenthèses, on peut le lire noir sur blanc. On donne aussi pas mal d'exemples sur ce document qui intègre bien sûr le point médian, par exemple infirmier, infirmière avec le point. Et par ailleurs, notez aussi que la mention FH pour femme, homme est automatiquement ajoutée à la suite de l'intitulé du poste lors de la publication de l'offre sur le site de l'APEC. La bataille du point médian entre le gouvernement qui l'a supprimé et l'APEC qui le réintroduit, la longue bataille du point médian. On va le suivre de près, ce point médian, on ne va pas le lâcher. Hein. Oula, mais alors je pense qu'on n'aura jamais fini. On n'aura pas fini, mais ça sera peut-être l'objet d'une nouvelle chronique dans une pause café prochaine pour suivre un peu l'épopée de cette écriture inclusive, au moment d'ailleurs, faut-il le préciser, où nos jeunes sont de plus en plus souvent illettrés lorsqu'ils arrivent à l'emploi ou en difficulté scolaire. C'est vrai que ça pourrait corser Est-il nécessaire de complexifier tout cela ? C'est un sujet que j'ouvre. On fait une petite pause, et pas une pause café, et on retrouve notre débat, un grand entretien aujourd'hui avec Elisabeth Chungui. Vous la connaissez, Elisabeth Chungui ? Elle fut présentatrice de télévision, d'émissions culturelles sur TV5, sur France Télévisions. Elle est aujourd'hui en charge de la diversité, de la solidarité au sein du groupe Orange, plus de 140 000 salariés. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Quelle est sa mission ? Quelle est son action ? On en parle avec elle dans un grand entretien. Le cercle RH, notre débat quotidien, je l'évoquais avec un grand entretien aujourd'hui avec Elisabeth Chungui. Bonjour Elisabeth. Bonjour Arnaud. Ça me fait plaisir de vous revoir. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Vous êtes aujourd'hui directrice RSE, diversité et solidarité au sein du groupe Orange, fonction que vous occupez depuis septembre 2020, si je ne m'abuse. Avant de parler de votre mission, de votre action, parce que c'est extrêmement concret de parler de la diversité, de la solidarité et de la RSE, d'abord une question sur votre parcours, parce que vous êtes une figure médiatique. Vous avez animé sur TV5, sur France Télévisions, des émissions culturelles, vous avez écrit des livres, vous êtes auteur. Comment ça s'est passé pour vous, votre vie de journaliste noire qui rentre dans des rédactions femmes ? Racontez-nous, parce que je pense que ce que vous avez choisi de faire chez Orange n'est pas anodin. Absolument, Arnaud. Le point commun, c'est l'engagement. C'est vrai, quand j'arrive à la télévision, sortant de la meilleure école de journalisme de France, l'école de journalisme de Lille, le SJ. que j'arrive, je suis major de ma promo et que j'arrive dans la plus grande rédaction d'Europe, TF1, et que le temps suspend son vol parce que, voilà, il n'y avait pas encore beaucoup de femmes et il n'y avait aucun journaliste de ma couleur. Donc j'ai très vite compris que ce serait un engagement à porter parce que... Vous le sentez tout de suite ? Oui, tout de suite, parce que ça a été compliqué de faire ma place. Et puis, par la suite aussi, on m'a qualifié de prise de risque quand je passais un casting. Donc finalement, je me suis engagée sur le terrain de la diversité des origines à l'insu de mon plein gré. C'est ça, exactement, sans le vouloir. Voilà, sans le vouloir, parce que je devenais aussi un rôle modèle quand j'ai commencé à faire de l'antenne et que nous étions très peu nombreux. Vous êtes né aux États-Unis, si je ne m'abuse, oui. Mais franco-camerounaise, c'était très intéressant. Et puis, ça ne vous manque pas d'ailleurs de la lumière des studios, le changement de vie, parce que c'est quand même un changement de vie que vous faites. C'est une mue. Vous quittez l'espace télévisuel et médiatique pour vous impliquer dans cette mission.
C'est quoi ça secoue, ça change, ça fait quoi de passer dans une grande entreprise comme celle-là? Alors, c'est vrai que l'univers d'une grande entreprise est très différent de celui de la télévision, mais le fil conducteur, c'est vraiment l'engagement. Moi, j'avais choisi d'être journaliste pour faire bouger les lignes, pour susciter des prises de conscience sur des thématiques qui me sont chères, l'égalité femmes-hommes, la lutte contre le réchauffement climatique, la place de l'Afrique et l'image de l'Afrique dans les médias à l'époque qui était très négative, alors que je savais toutes les opportunités de ce continent. Donc finalement, là, j'ai envie de dire, c'est la continuité logique parce que j'ai la possibilité de m'engager et d'agir concrètement sur ces sujets avec la conviction très forte que ce sont les grands groupes internationaux qui ont aujourd'hui la capacité de transformer nos sociétés. Et Orange, juste pour citer un exemple, parce que j'ai beaucoup voyagé sur le terrain, notamment en Afrique pour TV5 Monde, France 24, il y a eu un avant-après mobile. Quand on voit aujourd'hui comment le paiement mobile, Orange Money, se fait dans des pays où le taux de bancarisation est très faible. Ça passe par les téléphones, le téléphone, et donc c'est un formidable outil pour accompagner le développement local, pour susciter l'éclosion de PME. Donc c'est une transformation immédiate et durable. Mais Elisabeth, on comprend mieux les sujets quand on les a vécus, c'est-à-dire que vous rentrez dans un très grand groupe avec une hiérarchie, c'est très lourd, c'est un mastodonte, et on va parler concrètement de votre action, mais est-ce qu'on parle mieux des sujets quand on les a vécus dans sa chair ? Je pense qu'on parle mieux sur ces sujets de responsabilité sociétale parce que je pense que les différentes parties prenantes sont très sensibles à la sincérité dans l'engagement, là où on sait que beaucoup d'entreprises vont dans le greenwashing, dans le social washing, dans une RSE de bonne conscience parce qu'il faut obligatoire. Passer par là, est obligatoire, mais il va aux chausse-pieds. Alors qu'Orange, naturellement, si j'ai aussi eu envie de rejoindre ce groupe, il fallait que ça matche. Parce qu'il fallait que ça matche. Voilà, c'est un groupe qui portait les valeurs que je défends, y compris sur le terrain de l'inclusion des personnes autistes, par exemple, puisque je dirige aussi la Fondation Orange, qui célèbre cette année ses 30 ans d'engagement sur le terrain de l'inclusion des personnes autistes. Votre mission, elle est très large. RSE, diversité, solidarité. La RSE, alors ce sont des règles extrêmement établies, qui incluent notamment la qualité de vie au travail, c'est important. La diversité, c'est quoi la définition de la diversité pour vous? Quand on dit une entreprise s'engage dans la diversité, c'est quoi exactement? La diversité, c'est l'égalité des chances. C'est, quelle que soit son origine, son genre, son handicap, on peut avoir les mêmes chances dans l'entreprise. Et c'est une mission passionnante qui n'est pas toujours simple parce que autant certaines diversités peuvent être quantifiées. Donc, Homme-femme, par exemple. Homme-femme, par exemple. On peut le faire. Autant la diversité d'origine est difficile impossible, à quantifier car le cadre légal aujourd'hui en France ne le permet pas. Donc tout l'enjeu, c'est de pouvoir développer des outils de mesure de la diversité malgré tout, parce que j'ai la conviction que ce qui ne se mesure pas ne se corrige pas. Évidemment. Donc nous avons, par exemple, lancé tout récemment, depuis mon arrivée, le groupe participe au baromètre de la diversité initié par le Club 21e siècle et qui consiste, sur la base d'un questionnaire anonyme, à mesurer dans un premier temps la diversité des origines et socio-économiques dans les instances dirigeantes, donc COMEX et N-1 COMEX. Diversité, c'est aussi l'égalité des chances d'une partie de notre jeunesse qui sont issus des quartiers, qui sont des Français d'origine étrangère, souvent stigmatisés et qui disent mais j'ai le diplôme, j'ai fait les bonnes études, j'ai coché toutes les cases, mais ça ne marche pas. Ça aussi, c'est une de vos missions ? Bien sûr, c'est de sortir ces talents de... C'est une de nos missions et on voit bien finalement, pour certains, il y a même une triple peine, c'est-à-dire être jeune, être femme, être issu d'un quartier, d'un QPV, avec une diversité des origines. C'est tous ces obstacles-là qu'il faut contourner. Donc ça commence par la sensibilisation dans les lycées. Nous sommes partenaires avec des associations comme Capital Phi, comme nos quartiers ont parler aux jeunes en direct, leur dire venez. Oui, voilà, c'est possible. Dire venez, c'est possible. Je crois beaucoup au rôle modèle aussi. Il faut qu'ils puissent s'identifier. Donc je pense qu'aujourd'hui, quand ils voient une femme
à peu près jeune encore, issu de la diversité, membre du COMEX, d'une entreprise du CAC 40. Voilà, je pense aussi que ça peut débloquer des choses. C'était aussi un engagement d'Orange, vous êtes membre du COMEX. Oui. Mais ça, c'est très important, puisqu'on évoquait la loi Zimmermann-Copé, qui avait mis un quota, à l'époque, ça avait fait grand bruit, des quotas de présence de femmes au sein des COMEX et conseils d'administration d'abord. C'est important d'être au COMEX. C'est important, stratégiquement. C'est important parce que moi, je crois que l'exemple vient du haut. Donc, et par capillarité, après, irrigue toute l'entreprise. Mais je pense que c'est très important que l'exemple vienne du haut. On voit bien comment les quotas dans les conseils d'administration ont permis de faire bouger les lignes. Aujourd'hui, le débat s'ouvre sur... Ça redescend vers les COMEX. Vers les COMEX. Et c'est tout à fait sain d'ouvrir ce débat. Non, mais je voulais dire, c'est un peu comme la culture. Je parle à une journaliste qui connaît bien le métier. Les sujets culture, c'est ceux qu'on fait sauter dans un journal. La RSE, c'est un peu pareil. C'était un peu le gadget. La RSE, c'est... J'ai le sentiment aujourd'hui, et que ça devient un sujet central. Est-ce que vous le ressentez, ça ? Oui, c'était à côté. Chez Orange, c'est devenu un sujet central, puisque aujourd'hui, dans le cadre de notre plan stratégique Engage 2025, donc à Horizon 2025, il y a plusieurs piliers, dont 2 piliers concernant directement la responsabilité sociétale de l'entreprise, qui sont la lutte contre le réchauffement climatique, avec des engagements très forts que nous avons pris, et net zéro carbone à 2040, et l'inclusion numérique, avec là encore des engagements qui sont suivis, pilotés et que nous devons tenir sous peine de sanctions. Donc, ça c'est votre mission, ça. C'est ma mission et surtout ma mission, c'est de faire comprendre, et heureusement ça se passe plutôt bien, qu'aujourd'hui la responsabilité, la RSE est au cœur du business, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de performance économique aujourd'hui sans performance durable. Donc il faut que la RSE s'inscrive dans les processus budgétaires, dans les processus stratégiques, dans les comités d'investissement, et voilà, dans tout le processus. Ça irradie l'ensemble des processus et tous les services. Absolument. Parlons de la tech, parce que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Orange, on le sait évidemment, c'est une entreprise qui recrute beaucoup d'ingénieurs, de développeurs. Les femmes et la tech, c'est un peu compliqué. Je sais que c'est une mission aussi que vous vous fixez, de permettre aussi aux femmes, aux jeunes filles qui sortent d'école, d'aller vers ces métiers. Comment on fait concrètement ? Comment on organise ça ? Alors, on se met en ordre de bataille à tous les échelons. Ouais, c'est pas simple parce que les chiffres sont accablants. Aujourd'hui, 25% des emplois dans le secteur numérique dans le monde seulement sont occupés par des femmes. Quand on sait que 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore et seront numériques, on voit bien l'enjeu. Donc, nous fixons déjà des objectifs parce que nous avons un taux de féminisation de 36%, mais nous n'avons que 20% de femmes dans les métiers techniques. On va voir le chiffre. Dans les métiers techniques, c'est 20%. C'est 20%. Donc concrètement, comment on fait ? On a lancé ce programme qui s'appelle Hello Women avec 4 étapes. Sensibiliser, identifier les talents pour les recruter. Dès les écoles ? Reconvertir. La sensibilisation, ça commence au lycée. Au lycée, d'accord. Des programmes comme en partenariat avec Capital Filles, par exemple. Ce sont aussi donc la reconversion, c'est important. Nous avons des classes de techniciennes pour nos métiers vraiment très réseau, où nous allons chercher des femmes très éloignées du métier, que l'on forme pendant 6 à 12 mois et qui ensuite deviennent des super techniciennes dans nos unités d'intervention, alors qu'elles avaient des formations très éloignées. On avait lancé une campagne de recrutement sur ces classes de techniciennes et nous avons par exemple recruté une jeune femme qui était coiffeuse et qui, en voyant notre campagne, s'est dit si je sais couper des cheveux, pourquoi je ne saurais pas couper des fibres ? Eh bien voilà, aujourd'hui elle coupe de la fibre, c'est une super technicienne d'unité d'intervention. L'enjeu, c'est la formation aussi. Donc là, nous avons lancé notre centre de formation d'apprentis tout récemment sur des métiers data, IA. Et nous avons 60% de femmes dans la promotion data. Centre de formation Orange. Hein. Oui. Ce sont des personnes formées par Orange qui seront ensuite dispatchées sur l'ensemble des réseaux, des services. Absolument. Une question, on vient d'évoquer cette notion de diversité, des efforts que vous allez mettre en place. C'est récent votre arrivée, hein. Ça demande beaucoup de temps tout ça quand même. De faire rentrer dans les esprits
de ceux que vous croisez au COMEX, que vous ne connaissiez pas forcément d'ailleurs. Je vous rassure, Orange n'a pas attendu mon arrivée pour s'engager en faveur de l'égalité femmes-hommes, avec notamment un accord monde sur tous nos pays footprint sur ce sujet, un accord très ambitieux avec volet égalité pro, égalité salariale, lutte contre les discriminations. Donc c'est un engagement de longue date et voilà, j'espère pouvoir donner un petit coup d'accélérateur. Solidarité, c'est quoi? Parce qu'on a diversité, on arrive à situer, même si ça reste assez flou. On l'a défini ensemble. Solidarité, c'est quoi? C'est la fondation Orange qui est présente également dans tout notre... Dans laquelle vous êtes vice-présidente, si je ne m'abuse. Je suis présidente déléguée et donc le cœur de la fondation Orange, c'est l'inclusion numérique solidaire, en lien donc avec l'inclusion numérique dans notre plan stratégique, simplement qu'on s'adresse vraiment avec la fondation aux plus exclus. Donc ce sont nos maisons digitales pour les femmes dans tous nos pays, pour qu'elles puissent, à travers l'outil numérique, se former, parfois être alphabétisées dans certains pays, avec l'idée derrière qu'elles puissent monter leur petite entreprise, devenir autonomes financièrement. C'est l'inclusion numérique solidaire aussi pour les personnes, pour les enfants autistes, où le numérique on finance des programmes où le numérique leur permet d'apprivoiser leur environnement, faciliter leur apprentissage. Et puis un marqueur culturel, parce que la culture n'est jamais très loin chez moi aussi, qui est évidemment le prix Orange du livre, que nous avons lancé il y a 2 ans en Afrique, avec le succès que l'on sait, puisque notre première lauréate du prix Orange du livre Afrique, Jaili Amadou Amal, a ensuite reçu le concours des lycéens et le prix a vraiment permis de la mettre en lumière. La culture, c'est important. Avant de nous quitter, Elisabeth Choungui, c'est une question un peu technique. Il y a Orange, 140 000 salariés dans le monde, avec cette volonté de faire avancer la diversité, la qualité de vie au travail. Est-ce qu'il faut avoir aussi des exigences sur l'ensemble des prestataires d'Orange? Parce qu'il y a aussi beaucoup de prestataires qui travaillent pour vous. Est-ce qu'il faut aussi aller jusque-là, c'est-à-dire avoir des prestataires qui sont dans la même philosophie que ce que vous développez aujourd'hui sur notre plateau? Bien sûr, parce que c'est une question de cohérence déjà, et puis nous avons pris des engagements. Quand nous engageons à être net zéro carbone horizon 2040, c'est sur ce qu'on appelle les 3 scopes, et le scope 3, ce sont nos fournisseurs et nos clients. C'est-à-dire très concrètement, vous demandez des comptes aux fournisseurs? Très concrètement, aujourd'hui, quand il y a des appels d'offres, il y a des critères RSE qui sont intégrés, on en tient compte, et on accompagne aussi nos plus petits fournisseurs pour essayer de s'améliorer sur leur empreinte carbone. On l'aura compris, donc c'est une mission très large. Vous êtes membre du COMEX, donc vous avez du poids, un poids stratégique. L'écrivaine que vous êtes, vous aviez écrit un très beau livre chez Flammarion pour raconter justement ces questions ça vous touchait directement, du handicap de votre fils. Internet, la lecture. Internet, on nous dit, mais à cause d'Internet, les gamins, Instagram, TikTok, coupés du monde, coupés de l'écriture, coupés... Qu'est-ce que ça vous dit à vous qui venez justement de l'écrit, de la culture, dans une entreprise qui fait de l'Internet? On peut réconcilier ces deux univers, c'est possible? Bien sûr qu'on peut réconcilier ces univers. Alors nous le faisons chez Orange avec ce site qui s'appelle lecteur.com par exemple, mais aussi si on parle de la 5G va permettre de démultiplier l'expérience culturelle. C'est un outil. Vous savez, c'est un outil. Les contenus viennent automatiquement. Voilà. Donc moi je ne crois pas du tout à la. Ce ne sont pas deux mondes différents. On le voit très bien avec le succès de l'édition jeunesse, qui est quand même le secteur qui se porte le mieux, si on parle littérature en France. Donc je ne suis pas inquiète là-dessus. Merci Elisabeth Choungui d'être venue sur notre plateau. Directrice RSE, vous y tenez beaucoup parce que c'est un titre large, avec un spectre large. Responsabilité sociale et environnementale, diversité, solidarité dans le groupe Orange. Membre du COMEX, c'est important parce qu'on a eu beaucoup de débats sur ce plateau, même de femmes qui disaient mais j'aimerais bien pouvoir, moi, accéder au COMEX. D'ailleurs, une petite question avant de partir, ça fait quoi d'arriver au COMEX d'Orange? Alors, vous avez été présentatrice, vous avez eu beaucoup d'émotions, vous avez fabriqué des programmes, vous avez pris plaisir à faire ce métier. Quand on arrive au COMEX la première fois, ça fait quoi? La première fois,
c'est assez impressionnant parce Je que, pense. comme on se dit qu'on est, voilà, Orange, c'est finalement un grand pays, un petit pays, c'est 143 000 salariés, donc au moins une ville de taille moyenne, et on se dit qu'on est aujourd'hui en capacité de piloter et de faire bouger les lignes. De faire bouger les lignes sur un groupe qui pèse partout dans le monde, donc c'est très exaltant, ouais, très exaltant. C'est un beau défi. Merci d'être venu sur notre plateau dans l'émission Smart Job. C'était un plaisir de vous retrouver, Elisabeth. La suite de notre programme, c'est bientôt terminé. On parle d'une plateforme. Ça va vous intéresser, peut-être intéresser Orange d'ailleurs, qui s'appelle Ma Voix, pour des jeunes travailleurs précaires. C'est un site qui vous prend en main pour trouver un job. On en parle tout de suite. Son fondateur est avec nous sur le plateau. C'est Fenêtre sur l'emploi. Avec le groupe Belvedia, préservons les ressources de demain. Fenêtre sur l'emploi, c'est une rubrique qui est consacrée au recrutement et justement, ça tombe bien, on va en parler avec Philippe Dupeyrat. Bonjour Philippe. Bonjour Arnaud. Délégué général de Ma Voix. Allez sur leur site Ma Voix, on vous prend par la main si vous êtes jeune, jusqu'à quoi, 35 ans, 34 ans ? 35 ans, mais après, je veux dire, on est inclusif, on parle à la génération Covid. Inclusif, site très attractif, solution gratuite unique pour permettre aux jeunes travailleurs précaires de créer leur chemin vers l'emploi. Racontez-moi l'aventure de Ma Voix, parce que c'est un conglomérat, Ma Voix. Alors Ma Voix, c'est une alliance qui est issue de 4 acteurs de l'économie sociale et solidaire qui se sont dit « l'union fait l'impact ». Concrètement, chacun était spécialiste, l'un par exemple de l'orientation, de la définition du projet professionnel, l'autre de stratégie pour obtenir un emploi, le troisième des fameuses compétences transversales, et le dernier des métiers d'avenir. Donc là-dedans, il y a chance, génération, article 1 Job Ready et Base Impact. Et les 4 acteurs se sont dit, mais en fait, on est tous experts sur une dimension. Rassemblons-nous. Si on se rassemble, en fait, on sert mieux ces jeunes, on sert mieux cette génération Covid qui prend la crise en pleine figure d'un point de vue professionnel. Évidemment, vous devez avoir un boulot de dingue, parce qu'on a beaucoup parlé de ces jobs d'étudiants qui sont des compléments de revenus très très importants, puis il y a ces jeunes qui sortent d'école et qui se retrouvent aujourd'hui, et je pense que c'est le cas, en situation délicate. Alors oui, l'objectif de Ma Voix déjà, c'est d'aider ces jeunes-là à passer à l'action. Et passer à l'action, trop souvent, c'est se dire j'ai pas de job, j'ai besoin d'un job. Oui, mais l'enjeu, c'est vrai, bien sûr. Mais l'enjeu, c'est d'être en mouvement. Et pour avoir un job, il faut avoir confiance en soi, il faut être capable de se projeter. Et donc, Ma Voix, on est un parcours d'orientation mobile et aussi sur ordinateur qui oriente les jeunes vers la meilleure solution en fonction de l'état dans lequel ils se trouvent. J'ouvre votre site Ma Voix, et là je suis allé voir, effectivement, on nous prend par la main par des étapes successives. Quelles sont les étapes si un jeune qui nous regarde ou ses parents veut être pris par la main et accompagné? Comment ça se passe? C'est très simple. On va sur Ma Voix, mavoix.org, on est une association. On va établir un diagnostic. Quel est l'objectif? Et en gros, il y a 4 étapes. La première étape, c'est définir son projet professionnel, définir son métier. Ça ne sert à rien de chercher si on ne sait pas ce qu'on cherche. Le deuxième, c'est valider si on a les compétences pour ce métier. Si on ne les a pas, dans ce cas-là, il faut trouver la bonne formation. Il faut aussi valoriser ses expériences. Très souvent, on a des jeunes qui n'ont pas conscience qu'il y a des compétences qui sont réplicables d'un par l'autre. Et enfin, avoir une stratégie, et ça c'est très important, pour obtenir un entretien et puis le réussir. Voilà les 4 étapes. Donc, au bout de ces 4 étapes, comment ça se passe? Ils ont un bilan, vous leur dites, on vous oriente, vous leur proposez des jobs. Comment ça marche concrètement? Alors concrètement, il y a 2 possibilités. Soit la personne, le jeune, peut faire ça en autonomie, et donc là on va lui donner un bilan, effectivement, on va lui dire on pense que telle solution est la bonne pour toi. Valoriser tes expériences, tu devrais parler avec Job Ready. Soit il y a la souplesse donc, de la technologie, mais il y a aussi la finesse de l'humain. Il y a des humains derrière Ma Voix. Donc il y a aussi la possibilité de prendre rendez-vous avec un orientateur qui est là pour mettre en perspective les solutions. D'abord pour écouter avec bienveillance le parcours du jeune. Et ils ont besoin d'être écoutés. Hein. Un jeune sur 6 a arrêté ses études et 31% se disent en détresse. Ça, c'est le profil de ces jeunes qui sont parfois un peu en rupture scolaire ou qui ont raté leurs études ou leur première année de fac. C'est un peu ce profil-là. Alors, ça, c'est un type de profil, mais on a aussi, je dirais, des jeunes qui viennent nous voir qui sont soit dans des filières qui ont été sinistrées, je ne sais pas, l'hôtellerie par exemple, les arts, soit qui sont en reconversion. Et les reconversions, ce n'est pas toujours 55 ans. Ça peut être, si je pense à un cas précis, Marine, elle a 29 ans, elle vient d'être mère, elle a 10 ans dans le domaine artistique. Et quand elle est venue, quand elle a pris rendez-vous en fait avec un orientateur sur Ma Voix,
elle avait l'impression qu'elle n'avait aucune compétence. Mais en fait, elle savait gérer le stress, elle savait négocier, elle était super adaptable. Et donc, nous, on lui redonne confiance. Vous le faites émerger leur qualité, en fait. C'est ça. Bâtir leur confiance. Et une fois qu'ils ont été accompagnés, effectivement, c'est très, très important. Ensuite, c'est quelle étape? C'est, vous leur dites, là, tu n'es pas encore prêt pour l'emploi, là, tu es prêt pour l'emploi. Comment ça marche? Alors, nous, on est une plateforme d'orientation. Donc, ce qu'on a, c'est des solutions qui sont excellentes, les meilleures solutions. Donc, le premier but, c'est de poser un diagnostic. Et dire, eh ben, toi, je pense que tu as besoin de définir d'abord mieux ton projet professionnel. On se regarde en face, quoi. On se dit, voilà, à l'instant T, je suis comme ça. Voilà. Donc là, on a un partenaire. Il s'appelle Chance. Ils vont t'aider à définir le métier qui te rendra heureux. Allons-y. On se reparle après, quand on a fini cette partie. Vous êtes un aiguilleur, en fait. Là, exactement. Et là, vous le dispatchez en fonction des outils dont vous disposez pour qu'il puisse... En fonction des outils, mais surtout en fonction de ce dont il a besoin. Et lui, il souhaite ça. Et il revient vous voir, il vous dit, voilà, je suis passé par Chance, j'ai trouvé ma route, c'est ça que je veux faire. C'est ça ce que je veux faire. Comment est-ce qu'on peut valoriser ces expériences? Ou c'est ça ce que je veux faire? Ah bah tiens, ça tombe bien, on a un partenaire, ça s'appelle Génération. Ils ont une capacité à former, par exemple, sur la relation client. Et on s'est rendu compte que c'est ça qui t'intéresse. Et ben on va t'aiguiller sur la relation client. Jusqu'au bout. Exactement. Là, aujourd'hui, des jeunes qui sont inscrits, qui sont en accompagnement, qui sont dans ma voie, et qui sont, j'espère, sur la bonne voie, pour faire un vilain jeu de mots. Combien? Alors aujourd'hui, on a 600 personnes qui sont inscrites. On est une plateforme qui a été créée il y a 6 mois à peine. Hein. Mais on réunit des expériences qui sont variées. Et on a la chance aussi d'être soutenu par Google.org, j'ai vu. qui, je dirais, voit le potentiel exponentiel en fait d'allier la souplesse de la technologie avec la finesse de l'humain. Et offrir des services au même endroit, on peut être dispatché en fonction de ses besoins ou de son niveau d'évolution dans différents secteurs, puisque vous évoquiez tout à l'heure Génération, qui n'a rien à voir, j'imagine, avec le parti politique de Benoît Hamon. Non, pas du tout. Il forme au métier en tension, typiquement par exemple au web développeur. On est d'accord, parce que c'est important de le préciser, qu'il n'y ait pas de malentendu. Allez sur ma voie, c'est jeune, ça démarre, mais ça cartonne parce que ça vous permettra, vous qui êtes jeune et qui êtes un peu perdu, qui êtes un peu dans le brouillard, de pouvoir vous reconstruire et de trouver votre voie. Et là, c'est un jeu de mots qui est très utile parce que c'est finalement ça l'enjeu, c'est trouver sa voie. L'enjeu, on sait que la situation, elle est complexe. Nous, on est là pour envoyer un message positif. L'enjeu, c'est de passer à l'action. Passer à l'action, c'est prendre conscience de ses forces, c'est prendre conscience de ce qui manque pour atteindre son objectif. Et c'est vraiment l'objectif de l'association Ma Voix, c'est de donner confiance à ces jeunes. Et je vais vous raconter, enfin si ça vous intéresse, une petite histoire sur le premier employé qu'on a chez Ma Voix. Le premier employé, il avait postulé pour une formation de relations clients et il était trop capé. Et ben, le fait d'être mis en réseau, ça nous a permis de l'orienter pour dire redéfinis ton projet professionnel. Et lorsqu'il a redéfini son projet professionnel, on s'est rendu compte que justement, nous on avait ce besoin et lui il avait cette envie. Et aujourd'hui, donc Yves Sine, il accompagne les jeunes. Et je peux vous dire qu'il est chez vous, donc. Il est chez nous, et il est super convaincant, parce qu'il a compris la valeur du service. Ma Voix a recruté finalement a placé son premier salarié dans sa structure. Et c'est que le début, il faut rester humble par rapport à ce qu'on fait. Ce qu'on pense, c'est que l'union fait l'impact, et on pense aussi que les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et donc, il y a 2,3 millions de chômeurs entre 20 et 34 ans aujourd'hui. On est un service complémentaire au service public. On travaille d'ailleurs avec eux. On a eu la chance d'avoir M. Thibault Guilly, le haut-commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises pour notre lancement. En fait, il faut lancer plein d'initiatives pour justement prendre cet énorme défi et le casser et arriver à redonner confiance aux jeunes. Ils ont droit à un avenir meilleur. Absolument. Ils ont droit aussi à un avenir, parce que certains disent qu'ils n'ont même pas d'avenir. Merci Philippe Dupeyrat, délégué général de Ma Voix. Vous êtes passionné, on a compris que vous étiez finalement une sorte de chef de gare avec plein de gens autour de vous qui allaient vous accompagner ces jeunes, qui sont parfois en galère, on peut le dire. Ma Voix, allez sur le site mavoix.org, c'est pas .com. Mavoix.org, association, c'est gratuit. Voilà, c'est la fin de cette émission. Nous sommes un tout petit peu en retard. Je remercie Fanny Griesmer, je remercie Romain Luc, je remercie Élise Merlin au son. Je remercie toute l'équipe, évidemment, Margot et Pauline pour leur travail. On se retrouve demain avec les experts de Smart Job dans notre débat. Et pour plein de surprises, évidemment, je serai là en direct, comme chaque jour. Portez-vous bien. Bye bye.